Par un matin glacial de décembre, Vivienne Cross, une livreuse de 27 ans aux cernes sous les yeux à force d'exercer 3 emplois, arrêta son vélo rouillé devant le domaine Blackwood, un manoir qui coûtait plus cher que ce qu'elle gagnerait en vie. Soudain, un cri désespéré de femme a résonné à l'intérieur. À travers l'immense fenêtre du 2e étage, Vivienne a vu 25 médecins en blouse blanche s'affairer, essayant désespérément de sauver une femme âgée allongée sur un lit. Mais l'un après l'autre, tous ont échoué. Incapable de rester les bras croisés, Vivienne a couru vers les portes du manoir, n'emportant avec elle qu'un sac en toile usé rempli d'herbe que sa grand-mère lui avait laissé. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tous les millionnaires et médecins de renommée mondiale présents dans la pièce et a changé sa vie à jamais. Avant de continuer, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne pas manquer la suite. Laissez un « j'aime » si vous êtes prêt pour cette histoire et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. 30 minutes plus tôt, Vivienne Cross s'était réveillée en sursaut lorsque l'alarme avait sonné pour la 3e fois. Elle n'avait dormi que 4 heures après une nuit de travail à l'entrepôt. Son corps était douloureux jusqu'aux os, mais elle n'avait pas le temps de se reposer. Dans la pièce voisine, la toux sèche de Hazel résonnait à travers les murs fins et Vivienne se redressa d'un coup. Sa petite sœur était assise à son bureau, essayant d'étudier, son visage de 14 ans plus pâle que d'habitude. Ses lèvres avaient perdu toute couleur alors qu'elle luttait pour terminer ses devoirs de mathématiques. Vivienne posa une main sur le front de Hazel pour vérifier si elle avait de la fièvre, puis l'aida à résoudre les 2 derniers problèmes avant l'heure de l'école. Hazel lui adressa un faible sourire et un merci tout doux, mais ce sourire ne pouvait cacher l'épuisement dans ses yeux. Sa malformation cardiaque congénitale s'aggravait, et les 85 000 $ nécessaires à l'opération restaient une somme impossible à réunir pour une livreuse qui n'avait économisé que 12 000 $ après 9 ans à économiser chaque centime. Vivienne embrassa Hazel sur le front, puis se dépêcha de partir, pédalant vigoureusement jusqu'à Brookside, où elle devait aller chercher 20 tasses de café pour le manoir Blackwood. C'était une commande régulière tous les mardis, et Mme Bennett, la gouvernante, l'attendait toujours à l'entrée latérale avec un sourire aimable et un pourboire de 5 $. Mais aujourd'hui, lorsque Vivienne arriva, personne ne vint lui ouvrir la porte. Elle attendit 5 minutes, envoya un SMS, passa un coup de fil, mais tout resta silencieux. Vivienne s'apprêtait à laisser les cafés sur le perron et à partir lorsque le premier cri déchira l'air glacial de décembre. Son instinct la poussa à courir autour du manoir, à la recherche de la source du cri. Elle s'arrêta sous une immense fenêtre du 2e étage, leva les yeux et vit le chaos à l'intérieur. Une femme âgée était en proie à de violentes convulsions sur le lit. 25 médecins en blouse blanche couraient dans tous les sens, les machines hurlaient, et un homme de grande taille se tenait près de la fenêtre, les 2 mains enfoncées dans ses cheveux, dans un désespoir brut et impuissant. C'est alors que Vivienne a senti l'odeur. Florale, mais mêlée à quelque chose de chimique, comme des fleurs artificielles plutôt que des vraies. Un souvenir brûlant et précis lui revint à l'esprit. 3 ans plus tôt, Mme Sarah Jenkins, qui habitait dans leur immeuble, avait souffert exactement de la même manière après avoir utilisé une huile essentielle bon marché achetée au marché. Nana Ruth l'avait sauvée en ouvrant toutes les fenêtres et en utilisant des herbes détoxifiantes. Vivienne resserra sa prise sur la sangle du vieux sac en toile qu'elle portait à l'épaule. Le sachet d'herbe que sa grand-mère lui avait laissé, celui qu'elle gardait toujours avec elle, qui écouterait une livreuse. Mais si elle ne faisait rien, cette femme allait mourir. Un 2e cri retentit, plus faible cette fois, comme s'il s'évanouissait. Vivienne ne réfléchit plus. Elle courut droit vers la porte d'entrée. Vivienne courut vers la porte d'entrée du manoir Blackwood, le souffle court, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle était sur le point de pousser la porte lorsqu'une silhouette massive lui barra le passage. Stone, le chef de la sécurité de la famille Blackwood. Il se tenait là, tel une montagne, les épaules larges, le regard aussi froid que celui de quelqu'un qui a vu toutes sortes d'escrocs tenter de s'introduire de force dans le monde des riches. Il regarda Vivienne de haut en bas, de ses cheveux emmêlés par le vent glacial à son vieux manteau usé aux épaules, en passant par ses baskets aux semelles usées, puis sa bouche se courba dans un rictus de mépris. L'entrée des livraisons est à l'arrière, jeune fille. Vivienne secoua la tête, essayant de garder une voix calme, même si tout son corps tremblait. Non, vous ne comprenez pas.
Il y a une femme qui convulse à l'étage. Je l'ai vue par la fenêtre, elle est en train de mourir. Stone ne bougea pas, le visage toujours impassible. La famille a des médecins, les 25 meilleurs médecins d'Amérique sont là-haut. Pour qui te prends-tu? D'oser faire éruption ici. Partez avant que j'appelle la police. Vivien savait exactement comment il l'apercevait. Une pauvre livreuse vêtue de vêtements bon marché, serrant un vieux sac en toile déchirée, essayant de se précipiter dans le manoir de l'une des familles les plus puissantes de la ville. Mais elle ne pouvait pas s'en aller, pas quand elle savait ce qui se passait à l'étage. Les mains tremblantes, Vivienne fit glisser le sac en toile de son épaule et l'ouvrit pour que Stone puisse voir les paquets d'herbes qu'il contenait. Ma grand-mère était guérisseuse. Elle a déjà traité ses symptômes. Je pense savoir ce qui ne va pas chez elle. Stone fixa les feuilles séchées, les racines en botte, les petites bouteilles d'huile glissées dans le sac en tissu déchiré, puis leva les yeux vers Vivienne avec un doute profond et une légère pointe de pitié. Des herbes. Vous allez soigner Madame Blackwood avec des herbes? Je sais que cela semble fou. Vivienne déglutit péniblement, la gorge serrée, mais sa voix resta ferme. Je sais que vous ne me croyez pas. Je ne vous croirais pas non plus si j'étais à votre place. Mais elle est en train de mourir là-haut, et ces médecins ne savent pas pourquoi. Moi, je le sais. Laissez-moi essayer. Donnez-moi juste une chance. Si je me trompe, vous pourrez appeler la police. J'accepterai les conséquences, quelles qu'elles soient. Stone leva la main vers sa radio, le doigt déjà posé sur le bouton d'appel, sans la quitter des yeux. La jeune fille se tenait là, petite et tremblante dans le froid de décembre, mais son regard ne vacillait pas. Il reflétait le désespoir, certes, mais aussi une étrange certitude que Stone n'avait jamais vue chez aucun escroc. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et un autre garde sortit en courant, le visage blême comme la cendre, comme un homme qui venait de regarder la mort en face. Stone, tout le monde doit monter immédiatement. Madame Blackwood, les médecins disent qu'elle ne s'en sortira pas cette fois-ci. La voix du garde tremblait, affolée. Ils ont tout essayé. Il n'y a plus rien à faire. Monsieur Blackwood, il est comme un homme sans âme. Stone regarda son collègue, puis se tourna vers Vivienne, une livreuse avec un sac en toile déchiré. Les mains tremblantes, le regard fixe comme de l'acier. Un choix imprudent. Mais que se passerait-il si Madame Blackwood était vraiment sur le point de mourir et qu'il n'y avait plus rien à perdre? Comment vous appelez-vous? Vivienne. Vivienne Cross. Stone resta silencieux pendant une longue seconde interminable. De l'étage, un troisième cri descendit, plus faible que les deux premiers, comme une flamme de bougie sur le point de s'éteindre dans le vent. Ce son le décida. Il s'écarta et la porte d'entrée du manoir Blackwood s'ouvrit en grand devant Vivienne. Au moment où Vivienne franchit le seuil, une voix grave et rauque retentit depuis l'escalier, froide et lourde d'autorité, la stoppant net. Que se passe-t-il ici? Cassian Blackwood se tenait en haut de l'escalier, et dès que Vivienne le vit, elle comprit pourquoi Stone et tous les autres gardes s'inclinaient devant lui. Cet homme de 36 ans mesurait près d'1,90 m, avait les épaules larges, était bâti comme s'il avait été sculpté dans la pierre, et portait un costume noir si parfait que chaque couture semblait avoir été mesurée et délibérée. Son visage était finement ciselé, sa mâchoire précise, ses yeux d'un gris glacial qui dégageaient une telle puissance qu'ils incitaient les gens à reculer. Mais Vivienne vit aussi autre chose. Ses yeux froids étaient injectés de sang après une nuit sans sommeil. Le contour était légèrement gonflé, comme chez quelqu'un qui avait pleuré et s'était forcé à s'arrêter. La main agrippée à la rampe tremblait d'une manière qu'il ne pouvait contrôler. Son visage autoritaire était devenu cendré à cause de l'épuisement, comme celui d'un homme qui se battait depuis des heures et qui commençait enfin à perdre. Ce n'était pas le terrifiant chef de la mafia dont les gens murmuraient. C'était un fils qui regardait sa mère mourir sans pouvoir rien faire. Stone s'avança, la voix prudente. « Monsieur Blackwood, elle dit qu'elle sait ce que Madame Blackwood a. Elle a insisté pour entrer. J'étais sur le point d'appeler la police. » Mais Cassian ne regardait pas Stone, ses yeux gris perçants fixés sur Vivienne. Il descendit les escaliers, lentement, pas à pas, menaçant dans son calme, comme une panthère s'approchant de sa proie. Vive sentit son instinct lui crier de courir, mais ses pieds ne bougeaient pas. Elle resta là, le menton levé, affrontant le regard de l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais vu de sa vie.
Cassian s'arrêta à 3 marches d'elle, ses yeux balayant Vivian de la tête aux pieds. Elle savait ce qu'il voyait. Des cheveux bruns ébouriffés par le vent glacial. Un vieux manteau effiloché aux épaules et aux poignets. Des baskets usées aux talons et un sac en toile déchiré à un coin. Une pauvre livreuse, une inconnue, debout dans le hall d'entrée d'une dynastie milliardaire, prétendant savoir ce que 25 médecins de renom ignoraient. Vous dites que vous savez ce qui ne va pas chez ma mère? La voix de Cassian était grave et directe. Chaque mot semblait être une pierre froide lancée dans les airs. Valve déglutit, la gorge sèche, mais sa voix resta ferme. Je pense que oui, monsieur. Ce n'est pas une crise ordinaire. Quelque chose dans l'air l'empoisonne. Je l'ai senti depuis l'extérieur. À travers la fenêtre, des huiles essentielles synthétiques. Cassian pencha légèrement la tête, ses yeux gris se plissant. Qui êtes-vous? Juste une livreuse, monsieur. Vivien resserra sa prise sur la sangle du sac en toile sur son épaule. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas de diplôme, mais ma grand-mère a déjà traité ces symptômes. Elle était guérisseuse. Il y a 3 ans, elle a sauvé une femme de mon immeuble qui avait exactement les mêmes convulsions. Je sais que cela semble fou. Je sais que vous n'avez aucune raison de me croire, mais laissez-moi essayer. Si je me trompe, j'assumerai les conséquences. Le silence s'abattit sur le hall d'entrée comme un lourd rideau. Cassian la fixait sans ciller, et Vivien le fixait en retour, refusant de détourner le regard. Dans ses yeux gris glacés, elle vit la suspicion, la colère, le désespoir et la douleur d'un homme qui perdait la chose la plus importante de sa vie. Et Cassian, en regardant dans les yeux de cette petite livreuse, vit autre chose. Pas de cupidité, pas de calcul, pas de crainte de son pouvoir, cette crainte que presque tout le monde éprouvait, seulement une étrange certitude et quelque chose qui ressemblait à la vérité nue. Dans ses yeux, il reconnut le même désespoir qui lui déchirait la poitrine. « Faites-la entrer. » La voix de Cassian retentit, froide et définitive. Stone s'avança. Il dit ça, le visage marqué par l'inquiétude. « Monsieur, les médecins là-haut ne le feront pas. » Cassian se retourna et un seul regard suffit à couper Stone au milieu de sa phrase. « Je l'ai dit. » Chaque mot tomba comme un coup de marteau, ne laissant place à aucune discussion, aucun retard. Stone baissa la tête et recula. Cassian se retourna et monta les escaliers sans regarder par-dessus son épaule pour voir si Vivien le suivait. Il n'en avait pas besoin. Il savait qu'elle le ferait. Vivien prit d'une profonde inspiration et monta l'escalier en marbre, le cœur battant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Chaque marche la rapprochait de la chambre où 25 des meilleurs médecins échouaient, où une femme glissait vers la mort et où sa vie était sur le point de changer à jamais. La porte de la chambre s'ouvrit et Vivienne entra dans un monde différent de tout ce qu'elle avait connu auparavant. La pièce était immense, probablement plus grande que le petit appartement où elle vivait avec Hazel. Le plafond était très haut, peint de fresques classiques à l'huile, un lustre en cristal projetait des éclats de lumière, de lourds rideaux de velours rouge foncé fermaient les immenses fenêtres. Mais Vivienne n'eut pas le temps d'être impressionnée par le luxe. 25 médecins en blouse blanche immaculée se déplaçaient dans la pièce comme des fantômes paniqués. Les équipements médicaux les plus avancés étaient alignés le long des murs. Le bip régulier du moniteur cardiaque se mêlait au sifflement strident des systèmes d'alarme. L'odeur âcre du désinfectant se mélangeait à une autre odeur. La même odeur que Vivien avait sentie à l'extérieur de la fenêtre. Elle était maintenant si forte qu'elle devait lutter contre l'envie de tousser. Une odeur florale, mais pas celle de vraies fleurs. Une odeur douce qui semblait artificielle. Des produits chimiques cachés sous une jolie apparence. Et sur l'imposant lit à baldaquin au centre de la pièce, Margaret Blackwood était en train de mourir. La femme de 68 ans était allongée là, son petit corps tremblant sans contrôle. La peau couleur cendre, les lèvres bleues, les yeux fermés, les membres tordus comme si une force invisible la tourmentait. Autour d'elle se trouvaient des cordons, des tuyaux, un masque à oxygène, tous les appareils modernes imaginables, et pourtant, rien ne semblait aider. Vivien balaya la pièce du regard et le vit dans le coin, près d'une fenêtre fermée hermétiquement. Un diffuseur d'huiles essentielles libérait un flux constant de vapeur blanche dans l'air. Le chauffage était réglé au maximum, rendant la pièce étouffante et hermétique comme une boîte. L'air ne pouvait s'échapper nulle part, et cette huile toxique ne cessait de s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler.
Qui l'avait laissé entrer ici? Une voix féminine aiguë trancha les pensées de Vivien. Elle se retourna et se retrouva face à une femme d'environ 55 ans, aux cheveux argentés, coupés courts et soignés. Son visage impérieux reflétait l'autorité de quelqu'un qui avait l'habitude d'être respecté et obéi. Sa blouse blanche était brodée du nom Dr. Catherine Moore, et la façon dont les autres médecins s'écartaient indiquait à Vivien que cette femme dirigeait la pièce. C'est moi qui l'ai laissé entrer. La voix de Cassian retentit derrière Vivien, profonde et sans hésitation. Le Dr. Moore fronça les sourcils, son regard passant de Cassian à Vivienne, avant de se poser sur la livreuse avec un mépris évident. Monsieur Blackwood, cette pièce est remplie de médecins de Johns Hopkins, Harvard, Mayo Clinic, où se trouvent les meilleurs spécialistes d'Amérique, dit-elle en pointant Vivien du doigt. Et qui est-elle? Une livreuse? Elle va nous apprendre comment sauver un patient. Quelques ricanements s'élevèrent parmi les médecins présents. Un homme d'âge moyen secoua la tête d'un air moqueur. Une femme plus jeune croisa les bras et regarda Vivienne comme si elle était une blague qui n'était même pas drôle. Vivienne sentit le poids de leur mépris peser sur elle, mais elle n'avait pas le temps de s'en soucier. Au lieu de discuter, elle se dirigea directement vers le lit, suffisamment près pour examiner Margaret Blackwood plus attentivement. La peau cendrée, les convulsions qui se succédaient par vagues, sans suivre le rythme d'une crise d'épilepsie ordinaire, la respiration superficielle et rapide, comme si les poumons luttaient pour filtrer quelque chose, et l'odeur, celle de l'huile synthétique, qui devenait plus forte à mesure qu'elle s'approchait du lit. Exactement la même. Exactement la même que celle de Mme Sarah Jenkins il y a 3 ans. Que faites-vous? Reculez, docteur. Moore s'avança pour éloigner Vivien, mais celle-ci se retourna et sa voix fut ferme et claire. Éteignez le diffuseur, ouvrez toutes les fenêtres immédiatement. La pièce entière devint silencieuse. Le docteur Moore fixa Vivien comme si elle venait de dire la chose la plus insensée au monde. Avez-vous perdu la tête? Il fait un froid glacial dehors. La patiente est en état de choc. Ouvrir les fenêtres maintenant la tuera. Vivienne ne regarda pas le docteur Moore. Elle regarda Cassian droit dans ses yeux gris et froids et parla d'une voix qui ne tremblait pas. Elle est en train d'être empoisonnée par de l'huile essentielle synthétique. Son corps ne possède pas les enzymes nécessaires pour métaboliser les composés qu'elle contient. Elle s'accumule dans ses poumons, dans son sang, dans chaque cellule. Cette pièce est hermétique, le chauffage est à fond, le diffuseur fonctionne sans interruption. Chaque minute où ses fenêtres restent fermées est une minute supplémentaire où le poison s'accumule en elle. Vous essayez de la sauver, mais vous traitez la mauvaise maladie. C'est la chose la plus absurde que j'ai entendue en 30 ans de pratique. Le docteur Moore se tourna vers Cassian, la fureur montant dans sa voix. Monsieur Blackwood, je dois m'opposer. C'est non scientifique, dangereux, et je ne peux pas assumer la responsabilité si vous écoutez une livreuse sans aucune qualification médicale. Elle ne termina pas sa phrase. Margaret eut des convulsions plus violentes. Son corps tout entier se cambra hors du lit, l'alarme hurla, son rythme cardiaque chuta, sa tension artérielle baissa. Un médecin cria. Les infirmières se précipitèrent. Le chaos, la peur, une salle au bord de l'effondrement. Et Cassian Blackwood se tenait au milieu de tout cela, regardant sa mère mourir. Regardant les 25 meilleurs médecins échouer pendant 6 heures d'affilée, puis regardant la livreuse avec son sac en toile déchiré dans les yeux, qui ne savait pas comment tressaillir. Le silence se resserra comme un fil sur le point de se rompre. Toute la salle attendait sa décision. Faites ce qu'elle a dit. La voix de Cassian trancha le chaos de la pièce, basse et définitive, comme une sentence contre laquelle personne ne pouvait faire appel. Le docteur Moore se retourna, le visage rouge de colère. « Monsieur Blackwood, vous n'êtes pas sérieux. Il s'agit de la vie de votre mère, pas d'une blague que vous confiez à une livreuse avec un sac de feuilles. » Cassian fit un pas en avant, et ce simple pas suffit à faire reculer le docteur Moore d'un demi-pas. Ses yeux gris étaient glacés, mais sous cette glace brûlait le feu d'un homme poussé à bout. Vous êtes 25 à avoir essayé pendant 6 heures. Vous avez utilisé tous les médicaments, toutes les méthodes, tous les appareils les plus modernes, et ma mère est toujours en train de mourir. Il regarda autour de lui, balayant du regard chaque médecin jusqu'à ce qu'il baisse les yeux ou se détourne. Maintenant, soit vous faites ce qu'elle dit, soit vous quittez cette pièce. Je ne le répéterai pas.
Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Personne n'osait parler. Le docteur Moore serra les lèvres, le visage pâle de colère et d'humiliation, mais elle n'osa pas riposter. Cassian fit signe aux gardes près des fenêtres, et ils réagirent instantanément. Une à une, les fenêtres s'ouvrirent en grand, et l'air glacial de décembre envahit la pièce en une vague violente. Plusieurs médecins frissonnèrent. L'un d'eux releva précipitamment le col de son manteau. Une infirmière se précipita pour éteindre le diffuseur d'huile essentiel dans le coin. La brume blanche s'arrêta, et l'odeur chimique des fleurs commença à s'estomper. Vivienne ne remarqua rien autour d'elle. Elle posa son sac en toile sur le sol, l'ouvrit et commença à en sortir les paquets d'herbes que Nana Ruth avait laissés. Ses mains cessèrent de trembler dès qu'elle se mit au travail. Elle se glissa dans ce que sa grand-mère lui avait enseigné. La peur disparut et seule une concentration absolue subsista. Les médecins se tenaient autour d'elle, arborant toutes sortes d'expressions. Certains croisèrent les bras, les yeux pleins de doute. D'autres secouèrent la tête avec un mépris silencieux et se glissèrent dehors, refusant d'assister à ce qu'ils considéraient comme une farce. D'autres restèrent par curiosité, comme s'ils assistaient à une étrange expérience. Vivienne s'en moquait. Elle sortit des feuilles de menthe poivrées séchées, du gingembre frais coupé en fines lamelles, des feuilles de baume vietnamien et une petite bouteille d'huile ambrée. Elle demanda à une infirmière de lui apporter de l'eau chaude et des linges propres. Sa voix était si calme et si assurée que la jeune infirmière obéit avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Pendant qu'elle attendait, Vivien commença à mélanger les herbes, ses mains bougeant rapidement et avec assurance, comme si elle avait déjà fait cela 100 fois. Et à ce moment-là, les souvenirs lui revinrent en mémoire. La petite cuisine de leur vieil appartement délabré dans le quartier d'Ashford, la légère odeur d'herbe dans l'air, et Nana Ruth debout devant le comptoir, ses cheveux argentés relevés, ses mains ridées fermes, tandis qu'elle préparait des bouquets de feuilles. Madame Sarah Jenkins était allongée sur le canapé, convulsant exactement comme Margaret maintenant. « Tu te souviens, Vivien? » La voix de Nana Ruth résonna dans son esprit, chaleureuse et patiente. D'abord de l'air pur. Ouvre les fenêtres, laisse le poison s'échapper. Ensuite, les herbes aident le corps à purger ce qui reste. Le corps humain sait se guérir lui-même si on lui en donne la possibilité. Mais comment savoir que c'est l'huile? Avait demandé Vivien, âgé de 18 ans. Ton nez, mon enfant. Narut avait souri. Les vraies fleurs ne sentent pas les produits chimiques. Tu t'en souviens? Vivian revint brusquement au présent lorsque l'infirmière apporta l'eau chaude. Elle y trempa le chiffon, l'essora doucement, puis y déposa le mélange d'herbes. Elle s'approcha du lit de Margaret, posa délicatement le tissu imprégné d'herbe sur la poitrine de la femme mourante, puis frotta un peu d'huile sous son nez. Le parfum de la menthe poivrée et du baume vietnamien se répandit dans l'air, pur et naturel, repoussant lentement l'odeur toxique des fleurs artificielles. « Tout va bien se passer, » dit Vivienne doucement, même si elle savait que Margaret ne pouvait pas l'entendre. « Respire, ralentis, votre corps se bat, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Cassian se tenait à la tête du lit, observant la livreuse s'occuper de sa mère avec des mains douces mais assurées, pour la première fois depuis 6 heures d'enfer. Il sentit une petite lueur d'espoir jaillir dans sa poitrine. Non pas parce qu'il croyait aux herbes ou à la médecine traditionnelle, mais parce qu'il croyait aux yeux de cette fille. Des yeux qui ne vacillaient pas, même lorsqu'elle se tenait debout, entourée des meilleurs médecins d'Amérique. 5 minutes passèrent. Dix. Le moniteur cardiaque continuait de hurler, les chiffres à l'écran sautant de manière anormale. Margaret était toujours en convulsion, même si elle semblait moins violente maintenant. Mais personne n'osait se prononcer. Quelques médecins commencèrent à chuchoter. « Docteur! » Moore se tenait dans un coin, le regard froid, suivant chaque mouvement de Vivienne, attendant le moment où elle échouerait pour pouvoir prouver qu'elle avait raison. « Assez! » Finalement, elle ne put se retenir plus longtemps. Elle s'avança avec un air triomphant. « Cela fait 15 minutes. Il n'y a aucune amélioration. C'est un meurtre, Monsieur Blackwood. Je dois appeler la police avant qu'elle ne cause. » Elle ne termina pas sa phrase, car à ce moment précis, Margaret Blackwood cessa de convulser. Son corps s'immobilisa sur le lit. Plus de contorsions, plus de tremblements. La pièce se figea. Les 25 médecins, les infirmières, les gardes, Cassian et Vivienne.
Tous retinrent leur souffle et fixèrent l'écran du moniteur où les chiffres changeaient. Le bip régulier du moniteur cardiaque commença à ralentir, un son à la fois, plus régulier, plus stable. Les chiffres qui dansaient frénétiquement sur l'écran se stabilisèrent progressivement. Le rythme cardiaque passa de 150 à 120, puis à 100, puis à 90. Le rythme régulier résonna dans la pièce silencieuse comme le son de l'espoir. Le gris cendré du visage de Margaret Blackwood fit lentement place à une légère rougeur. Ses lèvres bleutées devinrent plus roses. Sa respiration n'était plus superficielle et haletante, mais profonde et régulière, comme celle d'une personne qui s'endort paisiblement au lieu de sombrer dans un coma dangereux. 20 minutes s'écoulèrent dans un silence tendu. Personne n'osait parler, personne n'osait bouger. Tout le monde retenait son souffle et attendait. Puis les paupières de Margaret papillonnèrent et elle ouvrit les yeux. Cassian Blackwood, le plus puissant parrain de la mafia de la ville, l'homme qui faisait trembler tout le monde souterrain, tomba à genoux à côté du lit de sa mère. Il saisit sa main ridée dans la sienne, la voix tremblante comme celle d'un enfant effrayé. « Maman, maman, tu m'entends? Maman. » Margaret tourna lentement la tête, son regard trouble se fixant sur le visage de son fils. Sa voix était faible et rauque, comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis des jours. « Cassian, mon fils! » Cassian baissa la tête, son front touchant le dos de sa main et ses épaules tremblèrent. Pour la première fois de sa vie, le chef mafieux au sang-froid pleura devant d'autres personnes. Des larmes coulaient sur ses joues, tombaient sur la main de sa mère, et il ne fit aucun effort pour les cacher. À ce moment-là, il n'était pas le terrifiant Cassian Blackwood. Il n'était qu'un fils qui avait failli perdre sa mère et qui venait de retrouver la chose la plus précieuse de sa vie. Margaret regarda autour d'elle, ses yeux faibles passant sur les médecins, debout sous le choc. Les machines médicales, puis s'arrêtant au coin où Vivien se tenait tranquillement, essayant de se rendre invisible. « Qui est-ce » murmura-t-elle. Cassian leva la tête et regarda Vivienne avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Celle qui vous a sauvé, docteur. » Moore avait retrouvé son sang-froid après le choc initial et ordonna à une infirmière de prélever immédiatement du sang pour le tester. 30 minutes plus tard, les résultats arrivèrent et la pièce retomba dans le silence. Le taux de composé d'huile essentielle synthétique dans le sang de Mme Blackwood était anormalement élevé. Le docteur Moore lut le rapport, la voix sèche et tendue. Les tests génétiques montrent qu'elle manque de l'enzyme CYP2D6, nécessaire pour métaboliser ce type de composé. Son corps ne peut pas le traiter, ce qui entraîne une réaction toxique cumulative. Elle fit une pause, déglutissant comme si les mots suivants étaient douloureusement difficiles à prononcer. La livreuse avait raison. Vive avait raison, tout à fait raison. Les médecins se tenaient debout comme des statues, aucun d'entre eux n'osant croiser le regard de Vivienne. Ceux qui s'étaient moqués, ceux qui avaient secoué la tête avec dérision, ceux qui étaient sortis parce qu'ils ne voulaient pas assister à ce qu'ils considéraient comme une farce, tous fixaient maintenant le sol avec honte. 25 médecins de Johns Hopkins, Harvard, Mayo Clinic, les meilleurs spécialistes américains, avec des décennies de formation et des millions de dollars d'équipements modernes, avaient échoué. Et une livreuse de 27 ans, avec un sac d'herbe déchiré, avait réussi. Le docteur Moore s'avança devant Vivienne, son visage autoritaire exprimant désormais quelque chose de complexe. Un mélange d'humiliation, d'étonnement et d'une pointe de respect réticent. « Comment avez-vous su » Vivienne regarda la femme puissante qui se tenait devant elle et répondit calmement. « Ma grand-mère me l'a appris. Elle n'avait aucun diplôme. Elle n'avait jamais fait d'études de médecine. Elle n'avait jamais lu ses épais manuels médicaux. Mais elle avait sauvé des gens pendant 50 ans en observant, en écoutant et en faisant confiance à ce que la nature nous offre. Elle m'a appris que parfois, la réponse ne se trouve pas dans un laboratoire ou dans des machines modernes. Parfois, elle est juste sous notre nez, si nous sommes prêts à y prêter attention. » Le docteur Moore resta silencieuse pendant un long moment. Elle fixait Vivienne du regard, comme si elle réévaluait tout ce qu'elle avait toujours cru. Puis elle hocha la tête, légèrement mais avec beaucoup de conviction. Pas d'excuse, mais une reconnaissance. Et pour quelqu'un comme le docteur Catherine Moore, c'était beaucoup. « Ma fille », dit Margaret d'une voix faible mais ferme depuis son lit. Vivienne se retourna et la trouva en train de la regarder, ses vieux yeux brillants de curiosité et de gratitude. « Reste, je veux te parler. »
Les médecins rassemblèrent leurs affaires un par un et quittèrent la pièce, leurs pas aussi silencieux que ceux de personnes vaincues. Le docteur Moore fut la dernière à partir. Elle s'arrêta à la porte, regarda Vivian une dernière fois d'un air pensif, puis ferma la porte. Il ne restait plus que 3 personnes. Margaret Blackwood était allongée dans son lit, encore faible, mais à l'abri de la faux de la mort. Vivian Cross se tenait debout, mal à l'aise, ne sachant pas quoi faire de ses mains, et Cassie Blackwood restait dans un coin, silencieuse, observant la livreuse, qui avait accompli ce que 25 des meilleurs médecins n'avaient pas réussi à faire, avec une expression que Vivian n'osait pas croiser. Margaret leva une main faible, faisant signe à Vivian de s'approcher, ses yeux vieillissants pleins de curiosité et de gratitude. « Assieds-toi ici, ma fille », dit-elle d'une voix encore rauque et éraillée, mais qui semblait désormais un peu plus vivante. « Parle-moi de toi. Qui es-tu? Pourquoi étais-tu ici ce matin? » Vivien hésita un instant, puis s'assit sur la chaise à côté du lit, posant soigneusement ses mains sur ses genoux. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui pose des questions sur elle-même. Elle ne pensait pas que sa vie valait la peine d'être racontée. Juste une succession de journées de travail, de soucis et d'efforts constants pour survivre au jour le jour, mais la sincérité dans le regard de Margaret ne lui laissait aucune marge de manœuvre pour refuser. « Je suis livreuse, madame », commença Vivian calmement, comme si elle décrivait quelqu'un d'autre qu'elle-même. « Ce matin, je suis venue ici pour livrer du café, comme je le fais tous les mardis. Le manoir Blackwood a une commande permanente et Madame Bennett m'attend généralement à la porte latérale. Mais aujourd'hui, personne n'est sorti et j'ai entendu des cris. » Margaret acquiesça lentement, sans quitter Vivien des yeux. « Mais je veux en savoir plus sur vous, pas sur ce matin, sur votre vie. Pourquoi une jeune femme comme vous sait-elle ce que 25 médecins ignoraient? » Vivian resta silencieuse un instant, le regard baissé vers ses mains. Dans un coin de la pièce, Cassian restait immobile, mais elle savait qu'il écoutait chaque mot. « Mes parents sont morts quand j'avais 18 ans, » dit-elle enfin, d'un ton calme, comme si elle avait vécu avec cette douleur si longtemps qu'elle n'avait plus d'arrêt de vivre. « Un accident de voiture. Ils venaient de me chercher à la résidence universitaire pour me ramener à la maison pour les vacances d'été. Un camion a grillé un feu rouge et elle n'a pas fini et elle n'avait pas besoin de finir. À l'époque, j'étais en 2e année de médecine et j'avais une bourse d'études complète. Depuis toute petite, je voulais être médecin pour sauver des gens comme Nana Ruth, ma grand-mère. Mais avec la médecine moderne, je pensais pouvoir combiner les deux. » Margaret serra doucement la main de Vivian, l'encourageant à continuer. « Mais après la mort de mes parents, j'ai dû quitter l'école. La voix de Vivian ne tremblait toujours pas, comme si elle avait raconté cette histoire 1000 fois dans sa tête et appris à ne plus se laisser bouleverser. Ma sœur Hazel n'avait alors que 5 ans. Elle était née avec une malformation cardiaque congénitale. Il n'y avait personne d'autre pour s'occuper d'elle. Nos grands-parents étaient tous décédés et mes parents étaient enfants uniques. Il n'y avait que moi et elle. « Vous avez donc abandonné vos études pour l'élever? » demanda Margaret, la voix étranglée. « Je n'avais pas le choix, madame. » Vivian sourit faiblement, un sourire sans aucune amertume. La bourse ne suffisait pas à couvrir les frais médicaux de Hazel. J'avais besoin d'argent immédiatement, pas 4 ans plus tard, après avoir obtenu mon diplôme. J'ai donc quitté l'école et j'ai travaillé. J'ai accepté tous les emplois qu'on me proposait. Margaret regarda la jeune femme devant elle avec une tendresse douloureuse. « 9 ans? Vous l'avez soutenue pendant 9 ans? » Vivian acquiesça. « Hazel a besoin d'une opération cardiaque. Cela coûte environ 85 000 $. J'ai 3 emplois. Je fais des livraisons à partir de 5 heures du matin. Je suis serveuse le midi et je travaille dans un entrepôt le soir. Je dors environ 4 heures par jour. Après 9 ans, j'ai économisé 12 000 $. C'est encore loin du but. Mais je n'abandonne pas. Il y aura un moyen. Il le faut. Vous n'éprouvez pas de ressentiment? Demanda Margaret, la voix émerveillée. Vous ne détestez pas le destin qui vous a tout pris? Vivian secoua la tête, les yeux brillants lorsqu'elle parlait de sa sœur. « Elle est tout ce qui me reste, madame. Chaque fois que je vois son sourire, chaque fois qu'elle traverse une nouvelle journée un peu plus forte, je sais que cela en vaut la peine. Je ferai n'importe quoi pour elle. N'importe quoi. Et les connaissances en herboristerie, ce qui m'a sauvé aujourd'hui. Nana Ruth, ma grand-mère. » Vivian prononça son nom avec tendresse. « Elle est morte il y a 2 ans et m'a laissé notre petit appartement et tout ce qu'elle savait.
Elle était guérisseuse traditionnelle. Elle a soigné les pauvres de notre quartier pendant 50 ans. Elle m'a tout appris, de la reconnaissance des herbes à leur préparation, en passant par la façon de surveiller un patient. Elle disait, le savoir doit être transmis. Il ne peut pas mourir avec la personne qui le détient. Dans un coin de la pièce, Cassian se tenait toujours debout comme une statue, mais ses yeux gris posés sur Vivienne reflétaient quelque chose de tout à fait nouveau. Pour la première fois de sa vie, il voyait quelqu'un qui vivait ainsi, sans ressentiment, sans implorer la pitié, sans exiger que la vie soit juste. Elle baissait simplement la tête et faisait ce qu'il fallait faire, jour après jour, pour quelqu'un qu'elle aimait. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit Margaret. Elle était sérieuse maintenant. « Je veux vous rembourser, je peux le faire. » Vivienne se leva avant que Margaret n'ait fini sa phrase, secouant la tête doucement mais fermement. « Je ne vous ai pas sauvé parce que je voulais être remboursé, madame. Je vous ai sauvé parce que je le pouvais, parce que je me trouvais au bon endroit au bon moment et que je savais quoi faire. C'est ce que ma grand-mère m'a appris. Si je peux aider, je dois aider. Peu importe qui est la personne. » Elle s'inclina légèrement en signe de respect. « Je dois y aller. Ma sœur m'attend à la maison. Elle ne va pas bien. Je ne veux pas la laisser seule trop longtemps. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous aider. Je suis contente que vous alliez bien. » Puis Vivienne Cross quitta la pièce, quitta le luxe du manoir sans se retourner une seule fois. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire, et maintenant elle devait retourner à sa vie, à Hazel, à ses 3 emplois et à ses 4 heures de sommeil par nuit. Cassian se tenait près de la fenêtre, regardant la petite silhouette de la livreuse pédaler sur son vieux vélo pour franchir les portes du manoir. Son regard n'avait plus rien à voir avec celui qu'il avait quelques heures plus tôt. Plus de suspicion, plus de froideur, seulement quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait même pas nommer. Une semaine s'était écoulée depuis le jour où Vivienne avait franchi le seuil du manoir Blackwood, et sa vie avait repris son cours normal, comme si rien ne s'était passé. Elle se réveillait à 5 heures du matin, enfourchait son vélo pour aller chercher les commandes chez Brookside Catering, livrait du café dans toute la ville avant que le soleil ne soit trop haut, servait dans un petit restaurant du coin à midi, travaillait dans l'entrepôt le soir jusqu'à ce que son corps n'en puisse plus. 4 heures de sommeil, puis Vivienne ne raconta pas à Hazel ce qui s'était passé au manoir. Elle ne voulait pas que sa sœur s'inquiète, et elle ne voulait pas qu'elle commence à espérer quoi que ce soit. Leur vie devait continuer. Elle devait encore compter chaque dollar. Elle devait encore se battre chaque jour. Ce matin-là, Vivienne pédalait sur la route familière qui menait au quartier des manoirs à l'est de la ville lorsque son téléphone vibra dans la poche de sa veste. Elle se gara sur le trottoir, regarda l'écran et vit le numéro de l'école de Hazel. Son cœur se serra. L'école n'appelait jamais sauf en cas de problème. Mademoiselle Cross, la femme au bout du fil, semblait inquiète. « Je suis Mademoiselle Patterson, la professeure principale de Hazel. Vous devez venir immédiatement à l'hôpital. Votre sœur vient de s'évanouir en classe. Une ambulance est en route. » Le monde de Vivienne s'écroula en un instant. Elle ne se souvenait pas de ce qu'elle avait répondu. Elle ne se souvenait pas comment elle avait mis fin à l'appel. Elle savait seulement qu'un instant plus tard, elle courait. Le vieux vélo fut abandonné sur le bord de la route, tout comme les tasses de café renversées et brisées sur le trottoir. Elle courut. Elle courut comme elle n'avait jamais couru auparavant. Les poumons en feu, les jambes menaçant de se briser, mais elle ne s'arrêta pas. Hazel. Hazel était tout. Hazel était tout ce qui lui restait dans cette vie. Lorsque Vivienne fit irruption dans la salle des urgences, elle vit sa sœur allongée sur un lit d'un blanc immaculé, petite et frêle au milieu d'un enchevêtrement de machines et de tubes. Âgée de 14 ans, son visage avait la couleur des feuilles fanées. Ses lèvres étaient bleutées, ses yeux fermés. Un tube respiratoire reposait sur son nez. Le moniteur cardiaque émettait un bip régulier. Une perfusion était fixée à son bras mince. Trop jeune, trop fragile, comme un moineau terrassé par une tempête. Vivienne a essayé de se précipiter vers elle pour la serrer dans ses bras, mais un médecin l'a arrêtée et l'a entraînée dans le couloir. « Êtes-vous la sœur de la patiente Hazel Cross ?» lui a-t-il demandé d'une voix grave. Vivienne a acquiescé, incapable de prononcer le moindre mot. « Son état est très grave, » a déclaré le médecin sans ménagement, sans aucune douceur. « Son cœur s'affaiblit plus vite que prévu. Elle doit être opérée dans les 3 semaines,
Sinon, il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Vivien comprit. Combien cela va-t-il coûter? Demanda-t-elle d'une voix rauque et éraillée. Le médecin la regarda avec la pitié que l'on réserve à quelqu'un sur le point de recevoir une terrible nouvelle, incluant l'opération, les soins post-opératoires, les médicaments et les frais connexes. Environ 127 000 127 000 Ce chiffre résonna dans l'esprit de Viviane comme un glas funèbre. Elle avait 12 000 sur son compte épargne, somme qu'elle avait mise de côté au cours de 9 années de travail acharné. L'appartement de Nana Ruth pouvait se vendre environ 40 000 Au total, cela faisait 52 000 soit encore 75 000 de moins. 75 000 À qui pouvait-elle emprunter? À personne. Que pouvait-elle faire? Rien. Viviane s'effondra sur une chaise en plastique froide dans le couloir. Ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Des larmes coulaient sur ses joues, silencieuses, sans bruit. Elle s'était battue pendant 9 ans à sacrifier sa jeunesse, ses rêves, son avenir. 9 ans à travailler d'arrache-pied, à ne dormir que 4 heures par nuit, à manger les repas les moins chers pour pouvoir économiser pour sa sœur. Et maintenant, alors que Hazel avait le plus besoin d'elle, elle était impuissante. « Sœurette », dit une voix faible provenant de la chambre de la patiente. Vivian leva la tête et vit Hazel réveillée, qui la regardait à travers la porte vitrée de l'unité de soins intensifs. Son visage était encore pâle, mais ses yeux essayaient de sourire. Elle leva une petite main, fit un signe faible, et sa bouche forma des mots que Vivian n'avait pas besoin d'entendre pour comprendre. « Ne pleure pas, je vais bien. » Vivian s'approcha et posa sa main contre la vitre glacée, exactement là où la main de Hazel reposait de l'autre côté. Elle essaya de lui rendre son sourire, même si son cœur était brisé. « Oui, tu vas t'en sortir. Je te promets que je trouverai un moyen. » Mais au fond d'elle-même, Vivian savait qu'elle mentait. Elle n'avait aucun moyen. Cette nuit-là, Vivian s'assit devant l'unité de soins intensifs, sans manger, sans dormir, les yeux rivés sur sa sœur qui respirait grâce à la machine à l'intérieur. Elle regardait la petite poitrine de Hazel se soulever et s'abaisser au rythme du respirateur, regardait les chiffres clignoter sur l'écran du moniteur et priait tous ceux qui pouvaient l'entendre. « Je trouverai un moyen », murmura-t-elle dans l'obscurité, la voix étranglée. « Même si je dois tout faire, même si je dois tout vendre, même si je dois... Je ne sais pas, mais je trouverai un moyen. Je te le promets, Hazel, je te le promets. » Mais cette promesse semblait creuse, aussi vide que son âme à ce moment-là. Il n'y avait pas de miracle pour les gens comme elle. Personne ne viendrait les sauver. Elle était seule. Avec 12 000 et le cœur brisé, elle finit par s'endormir sur la chaise du couloir sans savoir quand. Sa tête tombait en avant, sa main toujours appuyée contre la vitre, aussi près que possible de Hazel. Au manoir Blackwood, Madame Bennett posa un plateau avec du thé sur la table à côté du lit de Margaret, le visage marqué par l'inquiétude. « Madame, Vivian Cross n'est pas venue livrer quoi que ce soit de toute la semaine. J'ai appelé Brookside Catering et ils m'ont dit qu'elle avait démissionné brusquement. » Margaret fronça les sourcils, ses yeux vieillissants scintillant d'inquiétude. Elle s'était beaucoup rétablie en une semaine, suffisamment pour s'asseoir et marcher dans la pièce, mais l'image de la livreuse avec son sac en toile déchiré la hantait toujours. « Cette fille », murmura-t-elle, la voix serrée par l'inquiétude. Elle a dit que sa sœur avait un problème cardiaque. Cassian se tenait près de la fenêtre, dos à sa mère, mais il avait entendu chaque mot. « Je vais me renseigner », dit-il brièvement, puis il quitta la pièce. 1 heure plus tard, un rapport d'enquête était posé sur le bureau de Cassian. Hazel Cross, 14 ans, admise aux urgences pour insuffisance cardiaque. État critique, nécessite une intervention chirurgicale dans les 3 semaines. Coût estimé, 127 000 Compte épargne de Vivian Cross, 12 000 Cassian relut ces chiffres encore, et quelque chose se serra dans sa poitrine. La jeune fille qui avait sauvé sa mère, celle qui avait refusé toute récompense et était partie sans rien demander, était maintenant hospitalisée avec un déficit de 115 000 et une sœur mourante. Cette nuit-là, Cassian Blackwood se rendit seul à l'hôpital. Sans garde, sans chauffeur, personne ne savait où il allait. Il entra dans l'aile des soins intensifs vers minuit, alors que le couloir était vide et que seul le bourdonnement des machines médicales s'échappait des chambres des patients. Et elle était là. Vivian était affalée sur une chaise en plastique dans le couloir,
la tête penchée sur le côté dans une position qui ne pouvait pas être confortable. Ses cheveux étaient en bataille, ses vêtements froissés comme si elle les portait depuis des jours, son visage plus maigre que la dernière fois qu'il l'avait vue. Des cernes sombres creusaient profondément sous ses yeux. Mais ce qui arrêta Cassian, ce fut sa main. Même endormie, la main de Vivien reposait contre la porte vitrée de l'unité de soins intensifs, comme si elle avait besoin d'être aussi proche que possible de sa sœur, comme si sa simple présence pouvait protéger Hazel. Cassian resta longtemps là, à regarder la livreuse endormie d'épuisement, puis il prit une décision. Il se rendit au bureau du médecin traitant, frappa une fois, puis entra sans attendre d'être invité. Le médecin de garde leva les yeux et écarquilla les yeux lorsqu'il reconnut la personne qui se tenait devant lui. « Monsieur Blackwood, je paye la totalité des frais pour la patiente. »« Hazel Cross, » dit Cassian sans hésiter. « La chirurgie, les médicaments, une suite privée, les soins post-opératoires, tout. » Le médecin resta bouche bée. « Monsieur Blackwood, le coût total est estimé à 127 000 $. Je n'ai pas demandé combien. » Cassian l'interrompit d'un ton glacial. Il sortit une carte noire et la posa sur le bureau. « Et j'ai une condition. Ne laissez pas la fille les savoir que je suis venu. Si elle demande, dites-lui que c'était le fonds caritatif de l'hôpital. Compris? » Le médecin acquiesça rapidement, n'osant pas poser d'autres questions. Cassian sortit en passant devant le couloir où Vivien dormait encore et disparut dans la nuit sans que personne ne le remarque. Le lendemain matin, Vivienne se réveilla en sursaut lorsqu'une infirmière lui toucha légèrement l'épaule. « Mademoiselle Cross, » dit la jeune infirmière en souriant, « j'ai une bonne nouvelle. Tous les frais de traitement de votre sœur ont été payés. Hazel sera opérée demain. » Vivienne se redressa, certaine qu'elle devait rêver. « Quoi? Qui? Qui a payé? » « Le fonds caritatif de l'hôpital, » répondit l'infirmière, mais elle détourna les yeux au lieu de regarder Vivienne. « Parfois, nous avons des programmes pour... » Vivienne n'entendit pas la suite. Elle se leva, chancelante, et se rendit au poste des infirmières, exigeant de voir le dossier de facturation. Et là, dans les petits caractères indiquant la source de financement, elle lut 3 mots. « Fondation Blackwood ». Son cœur se serra comme si quelqu'un l'avait serré dans son poing. Ce n'était pas un fonds caritatif. C'était lui. Vivienne sortit son téléphone, trouva le numéro du manoir Blackwood qu'elle avait encore enregistré pour les livraisons et appela. Cassian répondit à la 2e sonnerie. « Je suis dans le hall au rez-de-chaussée. » Sa voix était calme, comme s'il savait qu'elle allait appeler. « Descendez. » Vive descendit les escaliers en courant, sans même attendre l'ascenseur. Elle trouva Cassian debout dans le hall de l'hôpital, grand et imposant dans son costume noir, complètement déplacé parmi les patients et les familles qui s'affairaient autour de lui. Elle s'arrêta devant lui, les yeux rougis d'avoir pleuré toute la nuit, maintenant rougis à nouveau par la colère. « Je vous ai dit que je n'avais pas besoin de votre argent. » Sa voix tremblait, des larmes coulaient sur ses joues qu'elle ne prit pas la peine d'essuyer. Cassian la regarda, les yeux gris, froids, imperturbables. « Ce n'est pas pour toi, c'est pour Hazel. Je te rembourserai. » Vivienne serra les dents, sa fierté blessée et à vif. « Chaque centime. Même si cela me prend toute ma vie, je te rembourserai. » De quel droit refuses-tu à ta sœur la chance de vivre? La question de Cassian frappa Vivienne comme un seau d'eau glacée. Elle resta immobile, la bouche ouverte. Aucun mot ne sortait. Parce qu'il avait raison. De quel droit? C'était de la vie de Hazel. « Pourquoi? » demanda finalement Vivienne, la voix brisée. « Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne me dois rien. J'ai seulement fait ce que je devais faire à la maison ce jour-là. »« Pourquoi? » Cassian resta silencieux pendant un long moment, ses yeux gris posés sur elle avec quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. Puis il parla, d'une voix basse et lente. « Parce que tu étais la première personne à ne rien attendre de moi. Tu as sauvé ma mère et tu es parti, sans rien demander, sans calculer, sans rien exiger. Je vis dans un monde où tout le monde veut quelque chose de moi. De l'argent, du pouvoir, des faveurs. Mais pas toi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Il lui tourna le dos et se dirigea vers la sortie. « L'opération est demain. Reste avec ta sœur. » Puis Cassie et Blackwood disparurent derrière les portes vitrées, laissant Vivien seul dans le hall de l'hôpital, les larmes encore sur les joues, ne sachant pas quoi ressentir. De la colère parce que sa fierté avait été bafouée, de la gratitude parce que sa sœur avait été sauvée,
ou quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas encore nommer. L'opération eut lieu le lendemain matin et dura 8 heures. Vivienne était assise devant la salle d'opération, les mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches, les yeux fixés sur les doubles portes qui menaient à l'aile chirurgicale. Lorsque le médecin sortit enfin avec un sourire et prononça le mot « succès », Vivienne s'effondra et fondit en larmes. 9 ans qu'elle attendait ce moment. Les 2 semaines de convalescence passèrent comme dans un rêve. Et elle reprenait des forces de jour en jour. Ses joues devenaient roses au lieu de rester pâles comme d'habitude. Ses yeux brillaient de vie au lieu d'être fatigués et douloureux. Elle riait davantage, parlait davantage, racontait à Vivienne les livres qu'elle voulait lire, les endroits où elle voulait aller, les rêves qu'elle n'avait jamais osé faire auparavant parce qu'elle craignait de ne pas vivre assez longtemps pour les réaliser. Puis, un matin, alors que Vivienne était assise à côté du lit d'hôpital, Hazel se leva soudainement et courut se jeter dans ses bras. Elle courut. Pour la première fois en 14 ans, Hazel Cross courut sans être essoufflée, sans avoir mal à la poitrine, sans s'effondrer. Vivienne serra sa sœur dans ses bras, les larmes coulant sans retenue, et elle sut que même si elle devait porter ce poids pour le reste de sa vie, elle ne le regretterait pas. Au cours de la 3e semaine, Margaret Blackwood vint leur rendre visite, non pas en tant que bienfaitrice, ni en tant que femme riche distribuant des dons, mais comme une amie. Elle apporta des fleurs fraîches et des fruits, s'assit à côté du lit de Hazel pendant des heures, écoutant la jeune fille parler de l'école, de ses amis, des chats errants du quartier qu'elle aimait nourrir. Hazel l'a immédiatement apprécié. « Vous êtes comme ma grand-mère Ruth », dit-elle, les yeux brillants. Ma grand-mère s'asseyait et m'écoutait de la même manière. Margaret sourit, caressant les cheveux de Hazel de sa main ridée avec la tendresse d'une grand-mère. Lorsque Hazel s'endormit sous l'effet des médicaments, Margaret et Vivienne s'assirent sur le balcon de l'hôpital, contemplant la ville qui s'enfonçait dans le coucher de soleil. « Je veux te parler de Cassian », dit soudain Margaret d'une voix douce mais lourde de tristesse. Son père est parti quand il avait 10 ans, un jour ordinaire, sans explication, sans adieu. Je me suis réveillé et le lit à côté de moi était vide. Vivienne écouta en silence, ne s'attendant pas à ce que l'histoire de cet homme puissant commence ainsi. Je l'ai élevé seul, j'ai bâti un empire à partir de rien. Margaret continua, ses vieux yeux tournés vers le lointain. Je pensais que si je lui donnais assez d'argent, assez de pouvoir, tout ce qu'il y a dans le monde, il n'aurait jamais à souffrir comme j'ai souffert autrefois. Mais j'avais tort, je lui ai tout donné, sauf ce dont il avait le plus besoin, de la chaleur. Elle se tourna vers Vivienne, le regard rempli de regret. Cassian a grandi froid et renfermé parce qu'il ne connaissait pas d'autre façon d'être. Il a construit des murs autour de lui parce qu'il avait peur d'être à nouveau abandonné. Je suis sa mère et je n'ai pas su lui apprendre à aimer. Vivienne ne répondit pas, mais en elle, l'image de Cassian Blackwood commença à changer. Il n'était pas seulement un chef mafieux terrifiant et glacial. C'était aussi un enfant abandonné par son père, élevé dans la solitude, même s'il était entouré de richesses. Dans les jours qui suivirent, Cassian commença à se montrer. Au début, il prétextait venir au nom de sa mère, car Margaret était occupée. Mais cette excuse devint inutile lorsque tout le monde comprit qu'il venait parce qu'il le voulait. Hazel aimait Cassian à sa manière. « Il fait peur à l'extérieur, mais il est bon à l'intérieur », déclara-t-elle un jour, juste après le départ de Cassian. Comme cet ours en peluche hérissé. Il a l'air féroce, mais quand on le serre dans ses bras, il est doux. Vivienne faillit rire en imaginant quelqu'un traiter Cassian Blackwood d'ours en peluche hérissé en face, mais elle commença à voir ce que Hazel voyait. Cassian restait assis patiemment pendant des heures, écoutant Hazel parler de l'école sans paraître s'ennuyer. Il glissait discrètement de l'argent supplémentaire dans l'enveloppe destinée aux courses que Vivienne gardait sur la table, pensant qu'elle ne le remarquerait pas, mais elle le remarquait. Elle ne disait simplement rien, et parfois, quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention, ses yeux gris glacés s'adoucissaient lorsqu'il la regardait, comme l'hiver qui fond sous les rayons du soleil. Un mois après la sortie de Hazel de l'hôpital, Margaret invita Vivienne dans son manoir pour lui enseigner l'herboristerie. « Je veux apprendre ce que ta grand-mère t'a enseigné, » dit-elle. « Ce savoir est précieux. Il ne doit pas se perdre. » Vivienne s'assit donc dans le vaste jardin du domaine Blackwood, étala ses paquets d'herbes et commença à expliquer. « Voici la menthe poivrée, bonne pour la digestion et pour soulager les maux de tête. Voici le baume vietnamien.
Elle aide à se détendre et à éliminer les toxines. Voici le gingembre. Il réchauffe l'estomac et améliore la circulation sanguine. Margaret écoutait, absorbée, ses mains ridées touchant délicatement chaque feuille comme s'il s'agissait d'un trésor. C'est alors que Cassian apparut. Il entra dans le jardin comme s'il passait simplement par là. Mais il s'arrêta, regarda les deux femmes assises parmi la verdure et demanda d'une voix que Vivienne eut du mal à reconnaître tant elle était douce. « M'enseignerez-vous aussi ?» Vivienne leva les yeux, surprise, et vit qu'il s'était assis à côté d'elle, ses yeux gris posés sur elle avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Elle acquiesça et recommença depuis le début. 3 générations assises ensemble dans le jardin, les mains tachées de terre, riant et parlant des plantes et de leurs vertus. Et lorsque Vivienne tendit à Cassian une petite branche de basilic, ses doigts effleurèrent accidentellement sa main. Ils s'arrêtèrent tous les deux. Un battement, 2 battements, trop long pour être une coïncidence. Vivienne retira rapidement sa main, les joues en feu, n'osant pas lever les yeux. Cassian se détourna également, mais elle aurait juré avoir vu quelque chose passer dans ses yeux froids. Margaret était assise là, les regardant avec le sourire complice d'une mère, d'une femme qui avait vécu assez longtemps pour reconnaître l'amour dès ses premiers balbutiements. « C'est peut-être ce dont mon fils a besoin », murmura-t-elle pour elle-même, la voix pleine d'espoir. Pas d'argent ni de pouvoir, mais quelqu'un comme cette fille. La lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les feuilles du jardin d'herbes aromatiques, dessinant des rayons scintillants sur le sol. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, depuis la mort de ses parents, depuis le départ de Nana Ruth, Vivienne Cross ressentit la paix. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Hazel avait quitté l'hôpital. La jeune fille de 14 ans était désormais en parfaite santé, les joues roses, les yeux brillants, courant et riant comme n'importe quel enfant ordinaire. Elle était de retour à l'école, capable de participer à des activités physiques qu'elle n'avait auparavant que regardées de loin. Chaque jour où Vivienne la voyait en pleine forme était un jour où elle se sentait reconnaissante d'être en vie. Mais la vie de Vivienne n'avait pas beaucoup changé. Elle avait toujours 3 emplois, dormait toujours 4 heures par nuit, comptait toujours chaque dollar. La seule différence était qu'au lieu d'économiser pour une opération, elle économisait pour rembourser une dette. Chaque mois, Vivienne envoyait une enveloppe contenant l'argent qu'elle avait réussi à mettre de côté à la demeure des Blackwood, accompagnée d'un petit bout de papier indiquant le solde qu'elle devait encore rembourser. Et chaque mois, cette enveloppe lui était renvoyée à son appartement. L'argent intact, accompagné d'un autre bout de papier sur lequel figurait un seul mot. Non, c'était devenu une guerre silencieuse entre elle et Cassian, une guerre qu'aucun des deux n'était prêt à perdre. Un après-midi, Vivienne reçut un appel de Mme Bennett, qui l'invitait au manoir pour voir Margaret. Lorsque Vivienne arriva, le grand salon n'abritait que 2 femmes. Pas de Cassian, personne d'autre. Margaret était assise dans son fauteuil habituel, ses vieux yeux clairs et perçants étudiant Vivienne avec un sérieux inhabituel. « Assieds-toi, ma fille, dit-elle. J'ai quelque chose à te dire. » Vivienne s'assit, sentant au plus profond d'elle-même que quelque chose d'important allait se produire. « Je vais financer tes études de médecine, dit Margaret sans détour. Réalise le rêve que tu as dû abandonner il y a 9 ans. Georgetown a accepté ta candidature. Le nouveau semestre commence dans 2 mois. » Vivienne la regarda, trop choquée pour répondre. Puis elle secoua la tête, refusant instinctivement comme elle l'avait toujours fait. « Madame, je vous ai déjà dit que je ne peux pas. » Margaret leva la main pour l'arrêter, d'une voix ferme mais douce. « Laissez-moi terminer. Ce n'est pas une question de remboursement. J'investis en vous parce que vous le méritez. » Vivienne se tut et Margaret continua, pesant soigneusement chaque mot. « Les connaissances de votre grand-mère m'ont sauvé alors que 25 des meilleurs médecins d'Amérique avaient échoué. 25 personnes diplômées des universités les plus prestigieuses, avec des décennies d'expérience, des équipements valant des millions de dollars, et aucune d'entre elles n'a vu en quelques minutes ce que vous avez vu. Mais tu n'as ni diplôme, ni nom, ni statut dans le monde médical. Quand tu as parlé, ils ne t'ont pas écouté. Quand tu savais qu'ils ne te croyaient pas. Combien de personnes le monde a-t-il perdu simplement parce que des femmes comme toi n'avaient pas le droit de s'exprimer? » Elle fit une pause, le regard fixé sur Vivienne. « Je veux que tu obtiennes tes diplômes, non pas pour prouver que tu es doué, parce que tu l'as déjà prouvé, mais pour que le monde soit obligé de t'écouter, pour que les connaissances de ta grand-mère, celles qui m'ont sauvé la vie, puissent t'en sauver beaucoup d'autres. » Vivienne resta assise là,
le cœur battant, l'esprit en ébullition. Le rêve de devenir médecin, celui qu'elle avait enterré 9 ans auparavant, refit surface, à la fois lumineux et douloureux. Elle pensa à Nana Roth, aux après-midi passés dans cette petite cuisine à apprendre les herbes, aux dernières paroles de sa grand-mère avant sa mort. Les connaissances doivent être transmises, mon enfant. Ne les laisse pas mourir avec moi. Si Vivienne devenait médecin, elle pourrait combiner la médecine moderne avec les connaissances de Nana Ruth. Elle pourrait sauver des gens grâce à ces deux disciplines. Elle pourrait se faire entendre. Elle pourrait transmettre ce qu'on lui avait enseigné à la génération suivante. Elle pourrait transformer l'héritage de Nana Ruth en quelque chose de plus grand, quelque chose qui leur survivrait à toutes. J'accepte, dit enfin Vivien, la voix chargée d'émotion. Mais pas parce que je veux quelque chose pour moi, dit Margaret en penchant la tête, les yeux pleins de curiosité. Alors pourquoi? Parce que je vais rembourser ma dette. Vivien soutint son regard, la voix plus ferme que jamais, en sauvant d'autres personnes, en transmettant les connaissances de ma grand-mère à la génération suivante, en construisant quelque chose qui aidera les gens comme moi, des gens pauvres qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, des gens que personne n'écoute. C'est ainsi que je rembourserai ma dette, pas avec de l'argent, avec toute ma vie. Margaret sourit, rayonnante, comme une femme qui entend exactement ce qu'elle espérait entendre. C'est exactement ce que je voulais entendre. Et dans l'embrasure de la porte du salon, où le soleil de fin d'après-midi se déversait et dessinait une longue bande de lumière sur le sol, Cassie Blackwood se tenait silencieusement. Personne ne savait depuis combien de temps il était là, ni ce qu'il avait entendu, mais pour la première fois, un vrai sourire apparut sur le visage froid du plus puissant parrain de la mafia de la ville. La première année à Georgetown Medical fut brutale. Vivienne Cross, 28 ans, était assise parmi des étudiants à peine sortis de l'adolescence et se sentait comme une étrangère portant le bon uniforme dans la mauvaise vie. 9 ans loin des manuels scolaires avaient rouillé ses connaissances. Les équations chimiques et les termes médicaux qu'elle connaissait autrefois par cœur lui semblaient désormais aussi étrangers qu'une autre langue. Au cours des premières semaines, elle étudiait jusqu'à 3 heures du matin. Les yeux rougis par la fatigue, la tête lui éclatait comme si un marteau s'y trouvait, essayant de remettre en place trop d'informations. Mais Vivien avait quelque chose que ces jeunes étudiants n'avaient pas. Elle avait 9 ans d'expérience de la vie réelle. 9 ans passés à observer de près la maladie et le chagrin. 9 ans à mettre en pratique ce que Nana Ruth lui avait enseigné pour aider les voisins pauvres de son immeuble. Elle avait des yeux qui savaient voir, des oreilles qui savaient écouter et l'instinct de quelqu'un qui avait frôlé la mort. Hazel, désormais âgée de 15 ans, emménagea avec sa sœur dans un petit appartement près du campus. La jeune fille était en bonne santé et heureuse, et chaque soir, elle faisait ses devoirs à la table à côté de Vivienne, penchée sur ses livres de médecine. Toutes deux silencieuses, elles ne se sentaient jamais seules. Et Cassian, bien qu'il ne se soit jamais présenté en personne, était toujours là, en arrière-plan. De nouveaux manuels scolaires arrivaient à la porte de l'appartement exactement au moment où Vivienne en avait besoin. Les frais de scolarité étaient payés avant qu'elle n'ait le temps de s'inquiéter. Ils n'en parlaient jamais, et Vivienne ne posait jamais de questions. C'était de l'accord tacite entre eux. Au cours de la 2e année, tout a commencé à changer. Vivienne s'est hissée dans les 5% des meilleurs élèves de sa classe. Ses notes ont surpris ses professeurs et ses camarades de classe. Elle a commencé à faire des recherches sur la manière dont la médecine traditionnelle et la médecine moderne pouvaient fonctionner ensemble, rédigeant des articles sur la manière dont les plantes médicinales pouvaient soutenir les traitements standards. Puis, un jour, elle a reçu un appel d'un numéro inconnu. « Mademoiselle Cross, ici Catherine Moore. J'ai lu vos recherches sur l'intégration de la phytothérapie dans le traitement des intoxications. J'aimerais vous rencontrer. » Le cœur de Vivienne se mit à battre très fort lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait de la femme qui l'avait méprisée dans cette salle remplie de médecins 4 ans plus tôt. Mais lorsqu'elles se rencontrèrent, le Dr Moore n'était plus la médecin arrogante de l'époque. « Je me suis trompée à votre sujet, dit-elle sans détour, sans cérémonie. J'ai laissé mes préjugés obscurcir mon jugement, mais je ne me trompe pas sur ce que je vois en vous aujourd'hui. Vous avez quelque chose de spécial, Mademoiselle Cross. Laissez-moi vous aider à le développer. » Le Dr Moore devint le mentor de Vivienne, lui ouvrant des portes qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Au cours de la 3e année, Vivienne publia son premier article scientifique dans une revue médicale nationale intitulée « Intégrer la phytothérapie dans le traitement des intoxications chimiques ».
Cet article fit sensation dans la communauté médicale, suscitant un débat sur la combinaison des connaissances traditionnelles et des pratiques modernes. La même année, Hazel fut acceptée à l'université et choisit de suivre les traces de sa sœur en s'inscrivant en médecine. Je veux devenir médecin comme toi, dit Hazel, les yeux brillants. Je veux apprendre tout ce que grand-mère Ruth m'a enseigné. Je veux sauver des gens. Vivienne serra sa sœur dans ses bras et pleura. Au cours de la 3e année, Cassian commença également à remodeler son empire. Il se retira des activités illégales pour se tourner vers l'immobilier et les investissements médicaux. Ce ne fut pas facile. Ses anciens alliés s'y opposèrent, ses anciens ennemis le menacèrent, et il y eut des nuits où il dut faire face à des dangers dont Vivienne n'avait pas conscience. Mais Cassian refusa de battre en retraite. Je ne veux pas que mes futurs enfants me demandent ce que fait leur père dans la vie et que j'ai trop honte pour répondre. Il dit cela à Margaret tard un soir, sans savoir que ces mots seraient plus tard répétés à Vivienne. Au cours de la 4e année, Vivienne obtint son diplôme avec mention. La cérémonie eut lieu par une belle journée de mai. L'auditorium était rempli de fleurs et de rires. Margaret, âgée de 72 ans, toujours forte et vive d'esprit, était assise au premier rang, les yeux brillants de fierté. Hazel, 18 ans, applaudissait plus fort que tout le monde, criant le nom de sa sœur comme une pom-pom girl dévouée. Et Cassian se leva et applaudit le premier lorsque le nom de Vivienne Cross fut appelé, ses yeux gris ne la quittant pas une seule seconde. Pendant 4 ans, il ne s'est jamais confié, n'a jamais exigé, n'a jamais fait de pression. Il était simplement là, la soutenant discrètement, attendant patiemment. Vivienne le savait. Elle l'avait toujours su, mais elle avait besoin de temps. Elle avait besoin de certitude. Elle avait besoin de terminer ce qu'elle avait commencé. Et Cassian respectait cela. Après la cérémonie, Vivienne serra Margaret dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Merci, murmura-t-elle, pour tout. » Margaret la serra dans ses bras à son tour, la voix chaleureuse et pleine d'amour. « Non, merci de m'avoir donné une raison de vivre 4 années de plus et d'avoir donné à mon fils une raison de changer. » Vivienne leva la tête et regarda Cassian, qui se tenait à proximité, l'homme qui avait discrètement changé tout un empire à cause d'elle, qui avait attendu 4 ans sans se plaindre une seule fois. Elle savait qu'il était temps de lui donner une réponse. Après la cérémonie de remise des diplômes, lorsque tout le monde fut rentré chez soi et que le manoir Blackwood fut plongé dans le silence de la nuit, Cassian conduisit Vivienne dans le jardin d'herbes aromatiques. C'était le même endroit où, 4 ans plus tôt, ils s'étaient assis tous les 3 pour la première fois, les mains sales de terre, riant et parlant des plantes et de ce qu'elles pouvaient faire. Mais le jardin n'avait plus rien à voir avec ce qu'il était à l'époque. Il était désormais plus grand, plus vert, débordant d'herbes aromatiques. Vivienne y avait ajouté, année après année, de la menthe poivrée, du baume vietnamien, du gingembre et des dizaines d'autres plantes que Nana Ruth lui avait appris à connaître. La lune de mai brillait haut dans le ciel, lumineuse et immuable, déversant son éclat argenté sur le jardin et le transformant en un lieu presque irréel. Cassian s'arrêta au milieu et se tourna vers Vivienne. Et pour la première fois en 4 ans qu'elle le connaissait, elle le vit comme un homme ordinaire. Pas le puissant parrain de la mafia, pas le milliardaire froid, juste un homme debout devant la femme qu'il aimait. Essayant de trouver les mots justes, « J'ai attendu 4 ans pour te dire ça », commença Cassian, d'une voix basse et lente, comme si chaque mot avait été pesé. « Le jour où tu es entré dans ma maison avec ce sac en toile déchiré, j'ai pensé que tu étais folle. Qui oserait dire que 25 médecins de Harvard, Johns Hopkins et Mayo Clinic avaient tort? Qui oserait se tenir dans une pièce remplie des personnes les plus puissantes d'Amérique et leur demander d'ouvrir les fenêtres alors qu'il faisait un froid glacial dehors? » Il fit une pause, ses yeux gris fixés sur elle avec une intensité que Vivienne n'avait jamais vue auparavant. « Mais tu avais raison, et tu as tout changé. Ma mère a vécu 4 ans de plus grâce à toi. Cette maison résonne de rire grâce à toi. Et elle a guéri parce que tu m'as donné la chance de faire ce qu'il fallait. Et Il hésita comme si les mots suivants étaient les plus difficiles à prononcer. « Je suis devenu quelqu'un d'autre grâce à toi, Vivienne. Avant de te rencontrer, je ne croyais qu'en l'argent et le pouvoir. Je pensais que c'était tout ce dont on avait besoin. Mais tu m'as montré autre chose. Tu m'as montré qu'il existait un courage qui n'avait pas besoin de pouvoir. Tu m'as montré que la vraie richesse ne se trouvait pas dans un compte en banque. Tu m'as montré qu'une livreuse avec un sac d'herbes déchiré peut être plus forte qu'un empire. » Vivienne resta là, le cœur battant,
ne sachant pas quoi dire. Elle savait que ce moment arriverait. Elle s'y était préparée pendant 4 ans. Mais maintenant qu'il était vraiment là, elle avait toujours l'impression d'être au bord d'un précipice trop vaste pour être compris. Cassian, dit-elle d'une voix légèrement tremblante, tu fais partie de la mafia. Tu as fait des choses, je sais. Cassian n'a pas esquivé la question. Il ne s'est pas excusé. Je ne te demande pas de pardonner mon passé. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait. Il y a des choses que j'ai faites et avec lesquelles je devrais vivre pour le reste de ma vie. Il s'approcha d'elle, ses yeux gris fixant les siens avec une honnêteté que Vivienne n'avait jamais vue chez personne. Mais je peux choisir l'avenir. Au cours des 4 dernières années, j'ai tout changé. J'ai quitté les anciennes opérations. J'ai affronté mes ennemis. J'ai tout reconstruit à partir de zéro. Non pas parce que je voulais que tu m'aimes, mais parce que je voulais mériter d'être à tes côtés. Cassian prit la main de Vivien, sa grande paume chaude enveloppant la sienne, plus petite. Je ne te demande pas d'oublier mon passé. Je te demande seulement de m'offrir un avenir. Le silence s'installa entre eux, seulement rompu par le doux murmure du vent nocturne dans les feuilles et le bourdonnement lointain des insectes quelque part dans le jardin. Vive regarda l'homme qui se tenait devant elle, l'homme qui avait renoncé à tout un empire criminel, qui avait subi la pression d'anciens ennemis et d'anciens alliés, qui avait affronté le danger et les menaces, tout cela parce qu'il voulait devenir meilleur. Et elle pensa à Nana Ruth, aux après-midi passés dans cette petite cuisine, à la voix chaleureuse de sa grand-mère. Ne regarde pas ce qu'une personne a fait, mon enfant. Regarde qui elle essaie de devenir, dit Vivien d'une voix douce mais assurée. Ne juge pas quelqu'un sur son passé, qu'il ne peut changer. Juge-le sur l'avenir qu'il construit. Elle serra la main de Cassian, croisa son regard gris et attendit sa réponse. Je vois que tu fais des efforts, Cassian. Je vois que tu changes. Depuis 4 ans, j'ai tout vu, et je veux être avec toi dans cet avenir. Cassian ne dit rien. Il leva seulement la main, écarta doucement une mèche de cheveux de la joue de Vivienne, puis se pencha et l'embrassa. Leur premier baiser dans le jardin d'herbes aromatiques que Vivien avait cultivé sous la lune brillante de mai, une pauvre livreuse et un puissant parrain de la mafia. 2 mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais entre eux, un pont avait été construit grâce au courage, au sacrifice et à l'amour. 5 ans après ce premier baiser dans le jardin d'herbes aromatiques, Vivienne Cross se tenait devant un tout nouveau bâtiment de 3 étages au cœur d'Ashford, le quartier où elle avait grandi, où des gens pauvres comme elle autrefois vivaient entassés dans des appartements exigus et n'osaient jamais rêver de soins médicaux décents. La grande enseigne à l'avant du bâtiment brillait sous le soleil matinal. Centre médical communautaire Ruth Cross, 9 ans. 9 ans depuis le jour où elle avait arrêté son vieux vélo devant le manoir Blackwood, entendu le cri et décidé d'entrer. 9 ans pour passer de livreuse fauchée à médecin, avec son rêve solide et réel devant elle. Le ruban fut coupé par une chaude matinée de printemps. La cour devant le centre était bondée. Cassian se tenait à côté de Vivienne, lui tenant la main comme son mari et non plus comme le parrain de la mafia qu'il avait été autrefois. Ils s'étaient mariés 3 ans plus tôt lors d'une petite cérémonie dans le jardin d'herbes aromatiques du domaine Blackwood, en présence uniquement de Margaret Hazel et d'une poignée de leurs proches. Pas de spectacle, pas de grande mise en scène, seulement de l'amour. Margaret, 73 ans, les cheveux blancs comme neige, mais les yeux toujours vifs, eut l'honneur de couper le ruban. Sa main tremblait tandis qu'elle tenait les ciseaux, mais le sourire sur son visage était plus radieux que Vivienne ne l'avait jamais vu. À côté d'elle se tenait Hazel, 23 ans, en dernière année de médecine, prête à venir travailler au centre dès qu'elle aurait obtenu son diplôme. La jeune fille frêle et pâle qu'elle était autrefois était désormais une jeune femme en bonne santé, belle, aux yeux brillants et animée d'une farouche détermination à suivre la voie que sa sœur avait ouverte. Le docteur Catherine Moore était également présente. La femme qui, 9 ans plus tôt, avait regardé Vivien de haut dans une salle remplie de médecins, se tenait désormais debout, arborant un sourire fier. « J'avais tort ce jour-là », a-t-elle déclaré en serrant la main de Vivien. « Aujourd'hui, je suis fier d'être ici et d'être témoin de ce que vous avez construit. Vous m'avez prouvé que j'avais tort, non pas une seule fois, mais complètement tort sur ma vision de la médecine et des personnes qui la pratiquent. » Le Ruth Cross Center a été construit sur le modèle que Vivien portait dans son cœur depuis des années. La médecine moderne se mêlait à la guérison traditionnelle.
Des médecins formés officiellement travaillaient aux côtés de personnes qui connaissaient les herbes et les méthodes naturelles. Les patients payaient ce qu'ils pouvaient. Ceux qui n'avaient pas d'argent recevaient tout de même un traitement complet. Personne n'était refusé parce qu'il était pauvre. Personne ne devait mourir parce qu'il n'avait pas les moyens de se soigner. Dans le hall principal, une grande photo de Nana Ruth était accrochée à la place d'honneur. Elle arborait un sourire doux sur la photo, ses yeux chaleureux semblant veiller sur les patients qui passaient. Sous la photo, une phrase était gravée. « Si vous pouvez aider, vous devez aider. Peu importe qui ils sont. » Ruth Cross. Et dans le jardin d'herbes aromatiques derrière le centre, où poussaient les herbes que Nana Ruth avait appris à Vivian à reconnaître, se dressait une statue de bronze empreinte d'une respectueuse sérénité. Deux femmes étaient assises côte à côte, l'une vêtue d'une simple robe en coton, l'autre d'une élégante robe en soie, toutes deux penchées sur les herbes avec la même tendresse attentive. Nana Ruth et Margaret, deux femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées, mais qui avaient toutes deux changé la vie de Vivian et, à travers elles, celle de milliers d'autres personnes. L'inscription sous la statue disait « Deux femmes de deux mondes différents qui ont changé la façon de soigner. 2016 à 2025. » Après la cérémonie, lorsque la foule s'était dispersée, Vivian se tenait seule devant la photo de Nana Ruth. Elle leva les yeux vers le visage bienveillant de sa grand-mère et des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. « Grand-mère, je l'ai fait, » murmura-t-elle d'une voix étranglée. « Ton savoir n'est pas mort avec toi. Il va continuer à vivre. Il va sauver des gens. J'ai tenu ma promesse. » À travers la vitre, elle regarda le premier patient entrer dans le centre. Des gens comme elle l'avaient été autrefois. Pauvres, sans assurance, sans personne pour les aider. Mais maintenant, ils avaient un endroit où aller. Maintenant, ils avaient de l'espoir. Une main ridée se posa sur son épaule. Margaret s'était approchée d'elle sans faire de bruit, les yeux brillants de larmes, tandis qu'elle regardait la photo de Nana Ruth. « Ta grand-mère serait si fière, » dit Margaret doucement. « Je l'espère, » murmura Vivian. « Je le sais. » Margaret lui serra la main. « Parce que je suis fière de toi aussi. Tout comme je suis fière de mon fils. Tu as changé sa vie. Tu le sais, n'est-ce pas? Avant de te rencontrer, il n'était qu'une machine froide. Maintenant, c'est un homme qui s'est aimé. » Vivien regarda par la fenêtre et vit Cassian debout à la réception, aidant patiemment un patient âgé à trouver la bonne salle de consultation. L'ancien chef de la mafia, l'homme qui avait fait trembler le monde souterrain, était maintenant penché pour écouter une pauvre vieille femme parler de son mal de dos avec une sincérité qui n'était pas feinte. Vivienne sourit. La boucle était bouclée. 10 ans après ce jour, Vivienne entra dans le manoir Blackwood. Par une matinée glaciale de décembre, comme celle-là, elle se tenait devant une classe de phytothérapie au Ruth Cross Center. Elle avait maintenant 37 ans, quelques mèches argentées parsemées de ses cheveux, mais ses yeux brillaient toujours du même feu qu'au début. Devant elle étaient assis 20 étudiants de tous âges, des infirmières, des étudiants en médecine et des gens ordinaires qui voulaient apprendre à soigner leur famille avec des plantes médicinales. Au premier rang, une jeune fille de 15 ans nommée Rosie Chen était assise, les yeux brillants, notant chaque mot prononcé par Vivienne comme si elle s'imprégnait de chaque goutte de savoir. La mère de Rose avait été une patiente du centre, sauvée par l'approche intégrée développée par Vivienne. Après le cours, alors que tout le monde était parti, Rosie s'attarda. « Docteur, Vivienne, comment avez-vous su que vous vouliez devenir médecin ?» demanda la jeune fille timide, mais pleine de curiosité. Vivienne la regarda et vit en elle son propre reflet d'il y a 10 ans, effrayée, incertaine, mais pleine de potentiel. Elle raconta à Rosie son histoire, en version abrégée, celle d'une livreuse qui était entrée dans la demeure d'un milliardaire avec un sac d'herbes déchiré et avait sauvé une femme alors que 25 des meilleurs médecins avaient échoué. « Tu as été si courageuse », murmura Rosie à la fin de l'histoire. « Je ne sais pas si j'aurais pu faire ça. Si j'avais été dans cette situation, j'aurais probablement été morte de peur. » Vivienne sourit et posa une main sur l'épaule de la jeune fille. « Je pensais ça aussi. J'étais morte de peur ce jour-là. Mais ma grand-mère disait toujours, « Personne ne naît courageux, Vivienne. » Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est d'avoir peur et d'agir quand même. Elle regarda Rosie droit dans les yeux, d'une voix calme. « Quand le moment viendra, tu sauras ce que tu dois faire. Fais-moi confiance. » Ce soir-là, Vivienne retourna au domaine Blackwood, le manoir qu'elle partageait avec Cassian depuis maintenant 7 ans.
Il l'attendait dans le salon. Âgé de 46 ans, les tempes grisonnantes, il était toujours aussi grand et imposant, occupant tout l'espace. Seuls ses yeux avaient changé. Le regard gris glacé d'autrefois s'était adouci, surtout lorsqu'il se posait sur elle. « Comment s'est passé le cours ?» demanda Cassian en l'attirant près de lui. « Il y avait une fille qui m'a rappelé celle que j'étais à l'époque. » Vivien posa sa tête sur l'épaule de son mari. Effrayée, mais pleine de potentiel. « Je pense qu'elle va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Elle a de la chance de t'avoir trouvé. » Cassian embrassa légèrement son front. « Comme j'ai eu de la chance de te trouver. » Le téléphone de Vivien vibra, signalant un appel vidéo de Hazel. Sa sœur, aujourd'hui âgée de 24 ans et en première année d'internat, apparut à l'écran, le visage radieux. « Sœurette, je viens de sauver mon premier patient », s'écria Hazel, les larmes coulant sur ses joues. Empoisonnement chimique. Les autres médecins étaient bloqués, mais j'ai reconnu les symptômes. J'ai utilisé la méthode de grand-mère Ruth avec la médecine moderne, et le patient s'en est sorti. Vivien pleura. Des larmes de joie coulaient librement. Le cercle continuait de tourner. Les connaissances de Nana Ruth avaient sauvé Margaret, puis Hazel. Et maintenant, grâce aux mains de Hazel, elles avaient sauvé quelqu'un d'autre. Chaque semaine, Vivien rendait toujours visite à Margaret au manoir Blackwood. Margaret avait maintenant 68 ans, ses cheveux étaient blancs comme un nuage, mais son esprit était vif et son moral au beau fixe. Elle écrivait un livre intitulé « Two Worlds, My Healing Journey », Deux mondes, mon parcours vers la guérison, racontant l'histoire du jour où elle avait été sauvée et des années qui avaient suivi. Les deux femmes s'asseyaient souvent dans le jardin d'herbes aromatiques, à côté de la statue de Nana Ruth et Margaret, pour parler de la vie, de la famille, des nouveaux patients du centre. Cette nuit-là, après que Cassian se fut endormi, Vivien sortit sur le balcon et leva les yeux vers le ciel de décembre. Le froid lui transperçait la peau exactement comme 10 ans plus tôt. Elle se souvenait de cette jeune fille de 27 ans, les yeux cernés par le manque de sommeil, arrêtant son vieux vélo devant le manoir Blackwood par un matin glacial. Cette jeune fille était terrifiée, désespérée. Elle n'avait rien d'autre qu'un sac en toile déchiré et les connaissances que sa grand-mère lui avait léguées. Mais elle était quand même entrée. Et à ce moment-là, Vivien avait entendu la voix de Nana Ruth, aussi claire que si sa grand-mère se tenait juste à côté d'elle. « Tu as bien fait, mon enfant. Tu as très bien fait. Mon savoir n'est pas mort. Il vit en toi, en Hazel, en Rosie, dans les personnes à qui tu enseigneras. Le cercle continue de tourner. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Vivien sourit, des larmes coulant sur ses joues dans l'air glacial. « Tu me manques, grand-mère, » murmura-t-elle dans le ciel nocturne. « Et je continuerai toujours. » Un manteau chaud fut posé sur ses épaules. Cassian était venu sur le balcon sans qu'elle l'entende, se tenant à côté d'elle en silence. Il ne dit rien. Il resta simplement là, et Vivienne savait que c'était tout ce dont elle avait besoin. Il y a 10 ans, une livreuse effrayée frappa à une porte à laquelle elle n'avait pas le droit de frapper. Elle avait été courageuse alors qu'elle n'avait aucune raison de l'être. Et cette décision avait tout changé. Sa vie, celle de Cassian, celle de milliers de patients, et la façon dont le monde envisageait la guérison. Tout avait commencé par un matin glacial de décembre. Un cri désespéré, un sac en toile usé, et une femme qui avait choisi d'intervenir alors que le monde entier lui disait de rester à l'écart. Cette histoire nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avoir peur et agir malgré tout. Que les connaissances les plus précieuses ne se trouvent parfois pas dans les livres, mais se transmettent de génération en génération. Qu'un seul moment de courage peut changer une vie. Et que l'amour, la gentillesse et la volonté d'aider les autres sont des valeurs éternelles qui transcendent toutes les frontières de classe et de statut. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires significatives. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo avec vos proches, ceux qui ont besoin d'entendre qu'un seul moment de courage peut tout changer. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette histoire? Avez-vous déjà dû faire preuve de courage malgré votre peur? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes toujours à l'écoute de vos sentiments. Enfin, nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie remplie de joie et de bonheur, et des jours paisibles. Merci d'être avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.